À la lecture de mes précédentes vidéos et de toutes mes turpitudes et de toutes mes aventures, pour ceux qui ont suivi l'intégralité de mes vidéos, vous vous souvenez que je vous ai parlé du fait que j'avais subi un contrôle et un redressement fiscal que j'avais qualifié à plusieurs reprises de excessivement sévère et injuste. Et j'avais gardé en mémoire euh, le projet de faire une vidéo qui traiterait non pas de mon expérience personnelle, là, comme c'est le cas dans toutes mes vidéos, mais mes événements qui me touchent ne sont que des prétextes pour faire des envolées plus ou moins analytiques ou conceptuelles. Et là aussi, je souhaitais aborder la question fiscale. Mais encore, et je vous demande de bien vouloir le prendre comme ça, non pas comme, je dirais, un raconté narcissique de quelqu'un qui pleurniche sur une mauvaise expérience qu'il aurait subie, avec toujours le risque que vous puissiez imaginer que je dis pas tout, etc. Bon. Je me suis longuement demandé comment aborder ce projet, sous quel angle l'aborder. Et je vais essayer de faire relativement court et faire en sorte que, d'une part, ça me permette à moi de verbaliser, de faire une sorte de psychanalyse de cet événement assez perturbant et surtout que ça puisse vous profiter à vous. La plupart d'entre vous, enfin, ou la quasi-totalité, vous n'avez pas de formation juridique, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, comme moi, hein, je suis le premier à ne pas avoir fait de droit et ça ne m'intéresse absolument pas, et encore moins de droit fiscal. La fiscalité est assujettie au Code général des impôts, ce sont des lois, hein, des lois qui disent tu fais pas, tu fais comme ci, tu fais pas comme ça. Alors, je vais essayer d'aborder ce sujet pour que ce soit le plus pédagogique pour vous et encore une fois que vous puissiez vivre mon aventure et la prendre comme une expérience personnelle que vous auriez vécue vous pour éviter de reproduire les erreurs ou de vous prémunir de certaines dispositions que vous auriez pu prendre et qui mènent là où ça m'a mené. Donc, prenez-le comme une expérience et pour bien mesurer l'importance que cette vidéo a, j'aimerais que vous sachiez à quel point j'aurais aimé que quelqu'un me fasse cette vidéo et que je la voie, que je la comprenne avant de me lancer dans la création d'entreprise lorsque j'avais 20 ans. Parce que ça fait déjà un moment que je suis à mon compte. J'ai eu des petites parenthèses salariales, mais dès 18 ans, j'étais à mon compte déjà. Hein. Alors, la fiscalité, par quel bout commencer? Il faut que vous sachiez, pour ceux qui ne l'ont pas encore ressenti à travers mes vidéos, c'est que j'essaye de faire les choses le plus honnêtement possible et je n'ai aucune motivation, aucun talent pour la triche, les malversations. Alors, je ne dis pas que je fais tout parfaitement, je ne dis pas que dans ma fiscalité, dans mes déclarations fiscales, il n'y a pas des choses qui sont peut-être illégales. C'est possible pour la bonne raison que vous, comme moi, ne sommes pas formés au droit et encore moins au droit fiscal. Et dans mon cas, bien que je ne sois pas formé au droit fiscal, j'affirme encore aujourd'hui, après avoir été redressé, qu'il n'y a rien ou vraiment pas grand-chose de contrevenant à la loi. Je vais essayer de le démontrer, mais avant tout, je vous demande de croire en ma bonne foi. Et la bonne foi n'a pas du tout été prise en compte par l'administration fiscale. Je ne suis pas un récidiviste, même si ce qu'on me reproche était avéré. Je suis un primo-délinquant de leur point de vue, et donc rien qu'à ce titre, j'aurais dû bénéficier de certaines indulgences, et au contraire, j'ai été traité avec une infinie sévérité et en contradiction. La hiérarchie fiscale m'a traité avec une sévérité qui va à l'encontre des préconisations de l'inspecteur qui m'a contrôlé. Lorsque l'inspecteur a quitté les locaux après avoir passé 9 heures avec moi, 3 fois 3 heures, on était convenu que
à la vue de ce qu'il avait constaté, il n'y avait pas grand-chose. Simplement, quand il est venu la 4e fois, il a commencé l'entretien de la manière suivante, avec le visage fermé. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Ma hiérarchie, bon, je ne vais pas reproduire les mots qu'il a dit ici par respect pour lui, en expliquant que sa hiérarchie avait une façon de voir les choses différemment par rapport à sa façon à lui de voir les choses. Alors, et que la hiérarchie ne l'entendait pas de la même oreille que lui. Donc déjà, ça pose une première question. La loi fiscale, elle est unique. Les mots qui sont dans le Code général des impôts, ce sont les mêmes pour tout le monde. L'inspecteur qui m'a vérifié, je veux dire, c'est quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qui a une longue expérience. Comment se fait-il qu'il arrive, bon, avant que la position d'administration fiscale soit définitive, bon, il y a des échanges verbaux, on voit si le fisc a pointé dans votre comptabilité vraiment des infractions très graves, et dans ce cas-là, c'est dit verbalement en disant, attendez monsieur, là vous avez fait ci, vous avez fait ça. Là, au contraire, au bout de 9 heures d'étude de mon dossier, plus tout le temps qu'il a passé, je dirais, à son bureau à étudier mon dossier, probablement plusieurs dizaines d'heures, il est arrivé en me disant, bon, moi, a priori, je ne vois pas grand-chose, mais ma hiérarchie ne l'entend pas de cette oreille. Alors, la première question qui m'interpelle, c'est comment peut-il y avoir un tel grand écart entre l'appréciation d'un contrôleur fiscal qui s'occupe de votre dossier et la hiérarchie qui ne vous a même pas vu? Ça pose problème quand même. Bon. Avant même de parler de mon affaire, donc la loi, je l'ai déjà expliqué dans Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer la loi, mais nul ne peut connaître la loi. Donc déjà, je veux dire, moi, je suis allé à l'école assez longtemps, j'ai Bac+, je n'ai jamais été sensibilisé ni au droit et encore moins au droit fiscal. Quand je me suis installé, je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. Et étant conscient de la faiblesse de mes connaissances juridiques et fiscales et en droit, à chaque fois que j'avais un doute sur un point fiscal, et même en contradiction avec mes experts comptables, et ça faisait rire mes amis quand je l'expliquais, je me rendais au centre des impôts de Montargis, j'y suis allé à plusieurs reprises, pour aller au-devant de l'information. Et je peux même vous raconter les 2 anecdotes qui me viennent à l'esprit, 2 fois où j'y suis allé, parmi toutes les fois où j'y suis allé. La première fois, c'était juste au moment où j'ai créé ma dernière entreprise, le jour du passage à l'euro, le 2 janvier, le 2 janvier 2002, donc je me suis rendu dans les jours qui ont suivi au centre des impôts de Montargis et j'avais une question à poser sur la taxe professionnelle. Et c'est une expérience dont je me souviens et c'est pour ça que je vous en fais part maintenant, parce que je suis reçu à l'accueil, on me dit bon c'est premier ou deuxième étage, je ne me souviens plus, donc je monte les marches et je passe ma tête d'une porte à l'autre et là je comprends que je suis au bon endroit. Il y a une grande pièce où il y a quatre employés de bureau qui sont là derrière leur bureau avec des piles de papier sur chacun des bureaux et moi je dirais timidement, je frappe à la porte, oui, c'est pourquoi, ben voilà, je viens de créer ma société et j'aimerais savoir comment est calculée la taxe professionnelle. Et là tout le monde se met à rire. C'est pas des blagues, hein. Bon, tout le monde est mort de rire. Et bon, et là je m'adresse à eux, je dis mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle monsieur, si vous pensez qu'on le savait, qu'on le sait, enfin, c'est ce qui nous fait rire, c'est que personne ne sait en fait. Et puis je crois qu'ils ont fini par me dire mais bon, si vraiment ça vous intéresse, on pourra vous donner les liens vers la bibliographie, sous-entendu, c'est 10 fois le bottin de Londres, personne n'y comprend rien. Voilà, ça c'était ma première... et je me suis retrouvé tout gêné d'avoir entrepris une démarche que moi je considérais comme judicieuse, comme même élégante, empreinte de bon sens, et je me suis retrouvé dans une situation ridicule. Vous voyez, c'est anecdotique, mais c'est d'une très grande importance. Et je ne me permettrai pas de raconter cette histoire si elle n'était pas vraie, parce que j'ai dit à quel endroit et à quel moment ça s'est produit, donc peut-être qu'il y a encore des gens qui y travaillent, même si ça fait 25 ans, et je veux dire, je ne raconterai pas des blagues
sur quelque chose qui est aussi vérifiable. La deuxième chose, c'était sur une histoire où mon expert comptable avait pris une position en me disant attention, vous faites comme ça, vous déduisez vos intérêts d'emprunt dans telle situation, mais attention, l'administration fiscale pourrait considérer que, etc. Je dis écoutez, et mon expert comptable m'avait dit non, vous protégez, vous savez, il y a la loi. Et si vous êtes trop près de la limite de la loi, suivant l'interprétation de l'inspecteur des impôts, ça peut vous porter préjudice. Je dis mais moi je veux pas me mettre en deçà de la loi. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre dans une situation de protection par rapport à une interprétation éventuelle d'un inspecteur des impôts qui va me faire payer plus d'impôts que ce que je dois payer simplement parce qu'on est soumis à une interprétation subjective d'un inspecteur. Moi, je suis issu d'une filière scientifique. Pour moi, il y a le droit, c'est oui ou c'est non. J'essaye pas de transgresser la loi, j'essaye même pas de faire de l'optimisation fiscale, j'essaye même pas de prendre un risque en me disant bon, je vais passer les bornes et on verra bien ce qui se passe et au pire c'est pas grave parce que l'un dans l'autre. Non, je suis même pas là-dedans. Moi, je suis pur dans ma démarche. Je veux payer l'impôt juste. Et mon inspecteur des impôts m'a fait, mon expert comptable m'a fait comprendre que cette idée d'impôt juste par rapport à la loi, c'est pas comme ça que ça marchait. Mais moi, à l'époque, j'étais jeune entrepreneur, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et même pour tout vous dire, je me suis fâché avec elle à cause de ça et j'ai changé d'expert comptable à cause de ça. Moi, je suis resté chevalier Bayard de l'entreprise. Non, il y a la loi, je la respecte à la lettre. Il n'y a pas à se mettre en dessous ou au-dessus de la loi qui serait sujette à interprétation. Je dis, il y a la loi, c'est la loi. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé au centre des impôts de Montargis. J'ai demandé une audience avec un inspecteur qui s'occupait de moi, géographiquement, une dame charmante d'ailleurs, que je salue. Et là, c'était marrant, elle m'a dit, et donc je lui disais, est-ce que je peux déduire mes intérêts d'emprunt dans mon cas? Donc elle étudie, non, elle n'étudie pas mon cas, elle me dit, écoutez, j'en sais rien. Là aussi, ils n'en savent rien. Incroyable. Et donc elle dit, on va prendre le code général des impôts. Et je la vois faire, elle prend le code général des impôts, elle ouvre le code général des impôts, elle feuillette les pages et elle regarde. Elle me dit, dans votre cas, les intérêts d'emprunt, c'est un emprunt un emprunt qui vous permet d'acheter tout le bâtiment, mais l'entreprise ne loue qu'une partie. Donc, est-ce que vous pouvez déduire l'intégralité ou est-ce que ça doit être au prorata de la surface louée, etc. Et là, elle regarde, elle me dit, c'est pas précisé. Dès lors que vous louez, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt. Même si vous avez un château avec 10 000 m² et que vous ne louez que la cabane du jardin ou même la niche du chien, dès lors qu'il y a une partie qui est louée, vous pouvez déduire l'intégralité. Moi, je n'en savais rien. Je ne suis pas en train de prétendre que c'est comme ça ou l'inverse, mais je suis venu en quête d'une vérité officielle, académique, juridique, estampillée, validée, tamponnée de l'administration fiscale. Et dès lors que c'était tamponné, voilà, je déduisais ou je déduisais pas. Je n'étais pas dans une quête de transgression. Je voulais juste avoir la bénédiction de l'administration fiscale. Je vous raconte ces anecdotes juste pour vous montrer dans quel état d'esprit j'ai toujours été avec les impôts et le reste. Je ne cherche pas à tricher. Pourquoi? Parce que je suis dans une activité professionnelle où j'ai la chance d'avoir compris quels étaient les leviers dans ma profession et comment je pouvais valoriser ma façon, mon approche très personnelle de travailler, et j'apporte une expertise dans mon domaine. Et cette expertise me permet de travailler avec des marges correctes. Donc, si vous voulez, je ne suis pas en situation, dans la situation de quelqu'un qui a du mal à dégager des marges, qui a du mal à s'en sortir. Je n'abuse pas, j'apporte un service qui justifie une rémunération. Les gens viennent voir Goural pour avoir un niveau de prestation, une qualité de conseil, et cette qualité de conseil fait qu'au bout, l'achat, la dépense que vous faites chez moi est plutôt économique parce que mon expertise me fait viser juste systématiquement, et surtout avec la bouteille que j'ai maintenant. Bien, tout ça pour vous dire que je ne suis pas à court de marge, je gagne ma vie correctement, donc je ne suis même pas dans une situation psychologique qui favoriserait la fraude fiscale ou pas fiscale. Donc, je suis toujours en quête d'honnêteté, je ne cherche pas à frauder, honnêtement. Bon.
Donc j'ai créé ma société, j'ai passé 20 ans, 22 ans donc à faire tourner cette entreprise jusqu'au contrôle donc sur 21, 22 et 23. On a acheté le château en 18. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En gros, il y avait 150 000 euros de travaux. Et donc, en gros, je les ai amortis sur 10 ou 15 ans, je ne me souviens pas. Et donc, je passais mes dotations en charge tous les ans, mais avec l'accord de l'expert comptable. J'ai un comptable, un expert comptable. Tout ça était sur des rails. Simplement, l'essentiel, c'est vrai que l'essentiel des travaux, je les ai passés en charge au niveau de ma société qui est locataire. Ma SCI est propriétaire des murs et mon activité professionnelle, donc la société dans laquelle j'exerce, loue les locaux à la SCI, dans le château. Donc en gros, pour faire simple, il y a une partie qui est réservée à l'habitation, à peu près 200 mètres carrés, une partie qui n'est pas louée, qui a été en réhabilitation mais qui ne sert à personne, et puis il y avait à peu près 400 mètres carrés qui étaient réservés à l'entreprise, entre les ateliers, la salle d'attente, la salle de désinfection, les bureaux, l'accueil, enfin bon, il y avait, et puis le stock. Donc en gros, j'avais 300 mètres carrés, disons 300 mètres carrés qui étaient prévus pour pouvoir travailler professionnellement. Donc c'était un beau projet familial pour moi, mon épouse, mes 3 enfants, mes petits-enfants à venir, je l'espère, et puis l'entreprise. Est-ce que j'étais en situation maintenant, enfin quand j'ai acheté ici à 54 ans, je prévoyais déjà plus ou moins la succession, déjà en transférant un savoir-faire à mes enfants, à l'aîné, et puis à prévoir la succession pour qu'ils puissent se déployer ici dans un environnement idyllique, compatible avec l'activité professionnelle. Donc c'était le plan parfait. D'autant plus parfait que en achetant ce château avec 14 hectares et 1000 mètres carrés habitables pour moins de 300 000 euros, 285 000 euros. Donc je précise le prix parce que quand on dit Châtelain, on se dit lui, il est pété de thunes, il roule en Mercedes et il nous apprend la vie, nous qui avons du mal à joindre les deux bouts. Je sais ce que c'est que avoir du mal à finir les fins de mois. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a débuté, mon épouse et moi, dans une très très grande précarité, vous pouvez me croire, dans une très grande précarité. Je sais ce que c'est que dormir dehors, je sais ce que c'est que la précarité, je sais ce que c'est que de ne pas avoir ses parents pour vous aider, de travailler, de se lancer sans filet. Je sais ce que ça coûte que de partir de rien. Et quand je dis que je suis parti de rien, c'est vraiment, vraiment de rien. Ça me fait penser à un copain à moi, Ali, qui a un restaurant iranien à Paris. Quand je discutais avec lui il y a longtemps, en 90, il me disait j'ai quitté l'Iran avec la révolution de Khomeini et je suis arrivé en France avec rien. J'ai démarré avec mon premier restaurant, j'avais 30 000 $ en 77, 78, vous voyez. Donc il y a des gens qui pensent qu'avec 30 000 $ en 78, ils parlent de rien. Ils parlent de rien. Non, moi, quand je vous dis que je parle de rien, je suis parti non seulement de rien, mais avec des emmerdes plus que vous pouvez imaginer. Donc ça a été beaucoup de travail. Et pourquoi je vous parlais de ça, je vais essayer de ne pas trop digresser. Voilà, donc c'était un projet familial où on pouvait se déployer personnellement et professionnellement. Et c'est vrai que j'ai fait amortir les travaux, en gros 150 ou 170 000 euros de travaux, par le locataire. Parce qu'effectivement, je me suis dit, la SCI et la SARL locataire sont tous les deux à l'IS, tous les deux à la TVA, tous les deux font des bénéfices, les deux m'appartiennent. Donc je dirais que je fasse financer par le locataire ou le propriétaire. Les deux m'appartiennent. Je dis, bon, il n'y a pas de préjudice pour l'État. La TVA, c'est les vases communicants. L'IS, c'est les vases communicants. Et effectivement, l'inspecteur des impôts, quand il m'a vérifié, il m'a dit, non, effectivement, il n'y a pas de préjudice pour l'État. Il n'y a aucun préjudice pour l'État. Vous savez, quand vous voyez vous tapez locaux commerciaux à louer en zone d'activité, par exemple, vous allez voir, il y a des gens qui vous louent des locaux commerciaux, c'est brut de parpaing. Même là où vous allez mettre votre vitrine, votre baie vitrée, c'est de la brique. On casse la brique à la masse et on met des huisseries en aluminium. Le locataire rentre dans des locaux bruts de parpaing. Il y a juste l'arrivée d'eau, le compteur EDF. Et tous les aménagements intérieurs sont payés par le locataire. C'est de ça dont je vous parle. Moi, en tant que locataire, j'avais la trésorerie. J'ai dit, bon, je vais faire payer par le locataire les aménagements, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une partie, comment dirais-je, qui profite à l'ensemble de la SCI. Parce que c'est vrai. Mais dans ce cas-là, quand vous vérifiez ou redressez,
faites au prorata. Dites-moi, écoutez, on va basculer une partie des travaux sur la SCI, mais même si vous faites ça, fiscalement, ça ne fait pas ressortir de l'impôt, puisque si je passe en charge sur la SCI, ça fait moins de charges sur la société, donc ça fait plus de bénéfices sur la société, et ça en fait moins sur la SCI. Comptablement et fiscalement, ça ne change rien. Ce que j'essaye de vous dire laborieusement, et c'est le nœud de mon redressement, c'est que d'une manière injustifiée, l'administration me refuse la passation en charge des travaux, et même au-delà de ce qui est amorti, même de tout ce que vous achetez au quotidien, des sacs de plâtre, une truelle, un tournevis, tout ce que vous avez besoin au quotidien par rapport à vos besoins quand vous faites de la restauration. Tout ça m'a été refusé en disant non, ici c'est une SCI, tout ce qui est travaux, c'est la SCI. Mais écoutez, moi j'en ai parlé à mon ami qui a fait 40 ans dans la fiscalité. Il a été ancien inspecteur des impôts, il a été 40 ans avocat fiscaliste à Paris. Quand je lui ai montré mon dossier, il est tombé de sa chaise. Mais c'est quoi ce truc? Même les 40% de pénalité, t'es primo redressé, ça c'est pas possible. Je veux dire, tout le monde s'accorde à dire que c'était excessif. Bon, mon ami est malade et il n'a pas pu me défendre, donc j'ai dû prendre un autre avocat fiscaliste ici qui m'a pris donc ses honoraires et tout a été rejeté en bloc. Même lui m'a dit mais j'ai jamais fait un truc pareil. Et comme justification au refus total de l'administration de négocier quoi que ce soit, d'être à l'écoute de quoi que ce soit, refuser toutes mes factures, 1111 factures refusées sur 1111 factures dont on me demandait la justification, tout est refusé jusqu'à la bouteille d'eau. Il n'a jamais vu ça. Et quand je lui ai dit mais pourquoi, il me dit mais l'État est en faillite. Et quand votre avocat fiscaliste vous dit non, l'administration vous a tout refusé sur le redressement fiscal, toutes vos justifications sont refusées d'un revers de main, et que votre avocat vous dit c'est parce que la France est en faillite, je dis si la France est en faillite, dans ce cas-là, ça sert à quoi les avocats fiscalistes? C'est que même si vous prenez l'armée rouge en avocat fiscaliste, que vous avez les meilleurs avocats du monde, je veux dire, si la France est en faillite, l'État vous braque. On n'est plus sur une posture de redressement justifiée sur du droit. On est juste simplement sur un braquage parce que c'est la faillite. En tout cas, à quoi ça sert de me prendre de l'argent comme avocat et me promettre éventuellement des résultats, ou même de me battre en sachant que j'aurai aucun résultat, et effectivement je n'aurai aucun résultat parce que la France est en faillite, c'était ça. Et donc je suis resté très très longtemps complètement abasourdi, sonné comme après avoir pris un gauche de Mike Tyson. Je suis resté sonné. L'injustice, le fait que je me retrouvais sans prise sur le réel. Si l'État est en faillite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a rien à faire. Et donc j'ai dit bon, je vais pas me défendre. Et le temps a passé, et puis sous la pression de mes amis quand même, qui me disaient, ma femme me disait mais on va pas se laisser faire, c'est quand même pas normal, etc. Bon, j'ai fini par reprendre des forces et j'ai repris un avocat fiscaliste à Paris. Et alors là, bon, je vais vous la faire courte, mais je lui ai donné 4 700 € parce que on a eu des échanges de mails, il m'a proposé différentes formules et je dis écoutez, moi ce que je veux, c'est pas seulement que vous me défendiez sur ce problème-là, même à la limite, même si vous n'obtenez rien à la limite sur mon redressement là, moi ce qui compte c'est que je sois protégé pour l'avenir. Protégez-moi, dites-moi ce que je fais comme bêtise pour pas que je les renouvelle, ou dites-moi ce que je dois faire, protégez-moi aussi bien personnellement sur la SCI, la SARL, dites-moi ce qu'il faut faire, je vous paye 5 000 € comment dirais-je, par an, et vous m'assistez complètement. Donc ok, donc j'ai payé 4 700 €. Et ce qui s'est passé, c'est que l'administration fiscale m'avait proposé, enfin j'étais passé au contentieux, parce que j'avais arrêté de me battre, donc j'étais passé directement au contentieux, j'avais refusé comment ils appellent ça, la contestation hiérarchique, le recours hiérarchique, parce que mon avocat, le premier qui me dit l'État est en faillite, non, n'y allez pas, je ne me déplace pas pour le recours hiérarchique, par politesse ils vont vous écouter 2 ou 3 heures, ils vont dire oui on va voir, puis finalement il ne se passe rien, non, c'est le tribunal administratif, il n'y a rien d'autre, donc moi j'ai suivi mon avocat. Il a dit non, ne demandez pas le recours hiérarchique. Donc l'inspecteur des impôts m'a dit mais alors vous sollicitez le recours hiérarchique. Et j'ai fait le courrier, je dis écoutez, c'est la mort dans l'âme, moi mon ventre me dit qu'il faut le solliciter, mais mon avocat me dit qu'il ne faut pas le faire, donc je suis mon avocat. Et grosse erreur. Maintenant je sais que c'est une grosse erreur. Donc finalement,
Donc finalement, donc je cherche un autre avocat, donc on se met d'accord sur 4 700 € par an pour avoir un forfait de défense de mes intérêts dans mon redressement, et puis je dirais à perpétuité. Je dis, moi je ne veux plus être embêté, c'est trop de souffrance, c'est trop d'anxiété, c'est trop d'énergie, je veux pas être rentré en conflit avec l'État pendant des années, ça me bouffe toute mon énergie. Moi j'ai 61 ans, je rêvais de ce moment pour enfin me détendre et profiter de la vie, et je me trouve emmerdé avec un contrôle fiscal, en plus qui m'apparaît comme injuste. Encore si j'avais fait une escroquerie, je prends sur moi, j'ai tapé, t'as tenté, t'as perdu, c'est tout ça. C'est cohérent dans sa tête. Quand on tente une escroquerie fiscale et qu'on est puni, c'est normal. Mais moi, j'avais vraiment le sentiment de l'injustice. Et ça, c'est dévastateur, c'est énergivore, c'est terrible, hein, je vous assure que c'est terrible. Et donc, je lui file 4 700 €, et là, donc, c'est au contentieux. Enfin en recouvrement, pardon, et donc là je suis en train de négocier avec la partie de l'administration qui gère les échéanciers de paiement, et on me propose de payer donc 7 500 € en 16 fois. Donc bon, la trésorerie je l'ai, j'accepte l'échéancier, mais à un moment donné je reçois un courrier des impôts qui me dit, monsieur, lisez bien ce document, est-ce que vous l'acceptez? Enfin, il y avait tout un document à lire pour valider le protocole de remboursement, et là je contacte mon nouvel avocat à qui je venais de virer 4 700 €, et je dis, maître, est-ce que vous voulez bien me dire ce que je dois faire, est-ce que je dois signer, pas signer, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et là, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Je le relance une fois, deux fois, trois fois, pas de nouvelles. Et au bout d'un moment, je l'appelle, c'était un vendredi soir, il me dit, ah oui, c'est vrai, j'étais débordé, excusez-moi, je vous promets, ce week-end, j'y réfléchis, et lundi matin, je vous appelle. Lundi, il ne m'appelle pas, mardi, il ne m'appelle pas, jeudi, il ne m'appelle pas, et là, je commence à m'énerver. Le jeudi ou le vendredi, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce que je fais? En plus, moi, ma réponse, elle avait une date limite, je m'exposais encore à 10% de majoration si je répondais pas. Enfin, vous voyez le contexte. Et là, je commence à flipper, je dis, mais c'est quoi cet avocat? Et puis en plus, j'avais eu un mauvais pressentiment, parce que quand j'ai eu mon premier entretien avec lui, il y avait une visioconférence, et puis c'est vrai qu'il était sur une sorte de fond vert, il y avait un décor de bureau derrière, rien ne bougeait, et puis moi, comme j'étais très content d'avoir un nouvel avocat, et que c'était pour moi la chance d'être défendu enfin, je racontais, je parlais, mais quelque part, l'inconscient, mon œil voyait qu'il y avait un truc bizarre. Et bon, je vous la fais courte, il se trouve que cet avocat, en fait, au moment où je vous parle, je ne sais même pas s'il est avocat. J'ai fait une procédure, j'ai voulu récupérer mon argent sur son compte bancaire. Sa banque m'a dit, il faut que vous déposiez une plainte à la gendarmerie. Je suis allé à la gendarmerie, ils n'ont pas pu déterminer si c'est un escroc ou pas un escroc, on n'en sait rien. C'est une domiciliation, il ne répond pas, enfin bon, c'est un truc de dingue. Donc quand il a eu le coup de fil de la gendarmerie avec la pression que je lui ai mise, il m'a remboursé 3007, je crois, donc il a gardé 1400 € que je récupérerai pas. Donc j'ai eu la chance quand même de récupérer mes 2700 €. J'ai perdu 1400 € pour quelqu'un qui n'a rien fait pour moi. Et donc entre le premier et le deuxième, bon, je ne veux pas généraliser sur toute la profession, mais enfin bon, j'ai fait une procédure, pas une procédure, mais une demande auprès des services de déontologie au niveau du bâtonnier. Bon, le bâtonnier lui a tapé sur les doigts, il a viré sa présence sur les pages jaunes, il a viré son site internet qui était exhaustif, avec des publications dans Forbes, des publications dans le Figaro, enfin c'était à l'égoutter, c'était le Harvey Specter de la fiscalité. Mais dès lors que le bâtonnier, avec ma lettre au bâtonnier à la déontologie, a fait son effet, je veux dire, le Harvey Specter, il s'est retrouvé, Saul dans Very Bad Trip. Hein, on est passé de l'un à l'autre. Hein. Voilà, donc j'ai encore perdu 1400 €, après avoir encore perdu je ne sais plus combien avec le premier avocat, donc autant dire qu'il ne faut plus me parler d'avocat fiscaliste. Donc je rembourse, et l'autre jour, donc je me bats pas, je me bats plus, j'ai accepté l'idée de rembourser. Par contre, là où je voulais il y a deux choses que je voulais vous dire. C'est qui peut vous rendre service. C'est cette fameuse limite du droit où votre expert comptable va vous conseiller de toujours, dans un souci de vous protéger d'une éventuelle interprétation à vos dépens de l'administration, de vous mettre un ou deux pas en arrière de la limite par rapport à ce qui est prévu, parce que l'interprétation de l'inspecteur peut faire que vous vous retrouviez, si vous êtes trop près de la limite, en ayant le sentiment d'être dans la légalité, mais trop près de la limite,
l'interprétation subjective de l'inspecteur peut vous mettre hors de la limite, et là c'est redressement, 40-80% de pénalité, intérêt de retard, etc. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Je le redis officiellement, aucun préjudice pour l'administration. Et j'arrive à 140 000 euros de redressement à payer, avec les pénalités, les 40%, les indemnités de retard, la TVA confisquée, etc. etc., etc. Donc faites bien attention, quand vous avez un expert comptable, le seul moyen qu'il a de vous protéger, même si c'est difficilement acceptable, et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter à l'époque, et encore une fois je me suis fâché avec cet expert, et maintenant je comprends rétrospectivement, il n'a pas le choix, mais c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'inacceptable d'être obligé de se mettre en deçà de la limite de la loi pour se protéger de l'interprétation de la loi que pourrait faire l'inspecteur. Vous voyez de quoi je parle, hein. Moi, je pensais que la loi s'appliquait de manière stricte, comme c'était marqué dans le code pénal, hein, quand j'ai fait l'étude du code pénal la dernière fois sur une autre vidéo. Je pensais que c'était interprétation stricte de la loi. Non, non, c'est pas la loi n'est pas utilisée sur la base d'une interprétation stricte des textes. Elle est interprétée selon le bon vouloir de celui qui a le pouvoir. L'État a tous les pouvoirs, il interprète la loi comme il veut, quel que soit l'avocat que vous avez. Et la loi, c'est le pouvoir. Deuxième point très important, et c'est pour ça finalement aussi que je fais la vidéo. Bon, je l'ai dit dans une précédente vidéo, en tant que père de famille, pendant les périodes de Covid, j'ai eu le pressentiment que mon devoir de père, c'était de protéger ma femme et mes enfants de la vaccination Covid. Bon, moi, je suis professionnel de santé, je suis scientifique de formation. Je sais ce que c'est qu'un vaccin, mais si vous voulez, il y a l'approche scientifique que l'on a quand on a une formation scientifique, on a ses convictions cartésiennes, mais il n'empêche que vous êtes un être humain et qu'il y a quand même des vibrations, qu'il y a des choses que vous ressentez au plus profond de votre ventre, et ce sont ces vibrations-là, ces vibrations protectrices pour vos proches. Je rappelle que le premier devoir d'un père, c'est de protéger sa famille, de protéger ses enfants. Et là, c'est plus seulement la raison qui fonctionne, c'est votre ventre. Et mon ventre me disait qu'il y avait un truc qui clochait avec cette vaccination. C'est tout, je n'en dis pas plus, c'était mon ressenti. Et je suis professionnel de santé, et j'ai eu des pressions de la sécurité sociale qui m'a dit « Monsieur Goural, si vous ne vaccinez pas, on va être obligé de vous empêcher de travailler ». Et donc, j'ai dit non, je ne reçois pas. Pendant la période de confinement, je ne reçois pas. Je ne suis pas en contact avec la clientèle. Donc, laissez-moi non vacciné. Je m'engage à n'être en contact avec personne. Moi, je travaille beaucoup sur Internet. À la limite, je peux faire abstraction du chiffre d'affaires des gens qui viennent me consulter sur place. Et c'est ce qui m'a sauvé. J'ai eu de la chance parmi tous les autres professionnels de santé qui n'avaient pas de revenus, je dirais, secondaires sur Internet qui pouvaient vous permettre de ne plus recevoir de la clientèle et continuer à avoir des revenus. Moi, j'étais dans cette situation-là, et je suis peut-être le seul en France, à travers la profession que j'exerce, à avoir pu m'en sortir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand l'inspecteur des impôts est venu, il a vu tous les travaux que j'ai faits, en gros 200 000 euros de travaux pour la SCI, pour l'entreprise, et même pour faire des chambres d'hôtes. Enfin, tout ça, c'était des investissements qui étaient faits. Il m'a dit, mais Monsieur Goural, il y a quand même une partie des investissements, c'était, comment dirais-je, même pour l'entreprise, qui était justifié pour l'entreprise. L'inspecteur m'a dit, je ne conteste pas que vous vouliez le faire pour l'entreprise, mais vous ne recevez pas. Donc pourquoi faire des travaux quand vous ne recevez pas? Quelle est la justification d'investir 150 enfin la partie pour l'entreprise, c'était peut-être, je sais pas moi, 100 000 euros pour l'entreprise ou 120 000 euros pour l'entreprise, enfin peu importe. Il y avait une partie pour l'entreprise qui était donc justifiée pour l'activité de l'entreprise. Et moi, je ne reçois pas. Pourquoi investir 120 000 euros dans des infrastructures alors que vous ne recevez pas? C'est vrai, c'est une vraie question.
Vous faites des travaux, 120 000 euros, vous passez en charge dans la société, vous allez avoir des conséquences sur le résultat de l'entreprise, sur l'impôt sur les sociétés, vous récupérez de la TVA et vous ne recevez pas. C'est un acte anormal de gestion. Si je ne reçois pas, non. Et sauf que c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je ne recevais pas. J'ai dit que je ne recevais pas pendant le confinement. Tant qu'on était confiné et qu'en tant que professionnel de santé, j'étais dans l'obligation de ne pas recevoir pendant la période de confinement, je ne recevais pas pendant la période de confinement et uniquement pendant la période de confinement. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit refuser la passation en charge des investissements faits dans une entreprise qui sont justifiés par de la réception de la clientèle, alors que cette réception de clientèle est interrompue pour un cas de force majeure qui est une pandémie mondiale exceptionnelle, temporaire. Et même si je ne reçois pas, j'ai quand même besoin de ces infrastructures pour les ventes que je réalise sur Internet. Lorsque je loue du matériel médical, par exemple, je dois avoir une salle de désinfection, je dois avoir des outils, je dois avoir un compresseur, je dois pouvoir livrer, on m'a tout refusé, le compresseur d'air pour gonfler les pneus des fauteuils roulants, la remorque pour livrer les fauteuils roulants, l'outillage, l'atelier, le petit mobilier qui me sert d'établi pour réparer les fauteuils roulants, tout ça, je vous l'ai dit, tout m'a été refusé. Donc là, il y a la démonstration d'un lien entre un homme, un père de famille qui, pour protéger sa famille, sur la base de son intime conviction qu'il ne faut pas se faire vacciner, et un redressement fiscal. Il y a un lien entre la résistance, dans mon affaire, il y a un lien entre la résistance à la vaccination et le contrôle fiscal, et ça c'est écrit, je pèse mes mots, je peux le prouver. L'inspecteur des impôts, dans sa conclusion qui justifie mon redressement fiscal, a écrit noir sur blanc: Monsieur Goural a fait ses investissements alors qu'il affirme ne pas recevoir la clientèle. Donc, ces investissements ne sont pas justifiés et relèvent d'un acte anormal de gestion. Je le répète, je n'ai pas dit que je ne recevais pas la clientèle. J'ai dit que je ne recevais pas la clientèle pendant la période du confinement. Et dès lors que la période de confinement était levée, ou à chaque fois qu'elle serait levée, je recevrai à nouveau la clientèle. Et à chaque fois qu'il y aurait un confinement, je ne recevrai pas de la clientèle. Est-ce que ça justifie de me refuser l'intégralité de mes travaux en charge? C'est tout, le nœud du problème il est là. Après, et comme je suis un garçon franc entier, et que mon redressement est plié, et que l'administration fiscale ne peut pas revenir dessus, au pire, ils pourront me refuser la remise gracieuse d'une partie, peut-être 10-15 000 euros. Et bien, je vais le dire quand même si ça me coûte 15 000 euros. Mon silence n'est pas à vendre. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui relève simplement du château, comme quand je me fais arrêter par la police avec ma vieille Mercedes, il y a quelque chose qui doit exaspérer les gens. Bon, je le sais, j'ai fait cette expérience avec la voiture, il y a l'effet château. Il y a l'effet château. L'envie de se payer un châtelain, c'est plus fort que tout. Et puis il y a autre chose avec le château. C'est que le château, je l'ai acheté 285 000 euros. Avec les travaux que j'ai fait dedans, j'ai mis peut-être 150 000 euros, 200 000 euros de travaux. Donc aujourd'hui, il m'a coûté peut-être 500 000 euros. Quelle est sa valeur fiscale le jour où je vais casser ma pipe? Quand je vais devoir casser ma pipe et transmettre à mes enfants, il va être estimé à combien? 14 hectares avec un château de 1200 mètres carrés magnifique, un des plus beaux châteaux de l'Occitanie qui est là. Ils vont l'estimer combien? Ils ne vont pas l'estimer au prix que ça coûte, surtout s'il n'est pas à vendre. Ils vont l'estimer sur le prix du marché, 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. J'ai 3 enfants, donc 3 fois 100 000 euros d'abattement fiscal, de franchise fiscale sur la succession. Est-ce que mes enfants vont pouvoir payer, je ne sais pas moi, 30, 40, 50% sur 3 millions, sur 2 millions, sur 1 million? Donc je pense qu'il y a peut-être là aussi une persécution fiscale sur le fait que j'ai acheté 285 000 et que le château va être estimé, si toutefois je le mettais en vente, à 1, 2, 3 millions. Je dis putain, ce gars-là, il a acheté une ruine, il a mis 3 coups de truelle, en plus il a passé ça en charge et il a un patrimoine à 2, 3, 4 millions, 5 millions, c'est ça. Mais ça, c'est dans le monde du chiffre dans lequel vous vivez. Moi, si demain vous me faites signer un papier en disant « Monsieur Goural, je m'engage à ne jamais vendre mon château, j'en veux juste l'usufruit », je signe demain.
Je veux jouir de mon patrimoine. Je ne fais pas ça pour faire un coup financier. Parce que moi, j'ai 61 ans. Dans 20 ans, je vais casser ma pipe. Et mes enfants ne pourront pas payer la succession. Ils ne pourront pas payer la succession. Dans 20 ans, ce château va revenir dans l'état où je l'ai trouvé. Il va être en ruine à nouveau. Parce qu'on ne peut pas payer les droits de succession. Donc de quoi vous me parlez? Je vais transmettre à mes enfants 3 millions, 5 millions de patrimoine immobilier. Mais non, ils ne pourront pas payer les droits de succession. Ils ne pourront pas. Donc quel coût financier j'ai fait? Quelle plus-value immobilière j'ai faite? J'ai rien fait du tout. J'ai travaillé comme un con à sauvegarder le patrimoine de la France pour me trouver persécuté fiscalement aujourd'hui avec un contrôle fiscal injustifié et avec une privation de transmettre ne serait-ce qu'une toute petite partie du fruit de mon travail de toute une vie à mes enfants parce que les droits de succession sur ce truc que vous voyez derrière moi qu'on appelle un château, ils ne pourront jamais payer les droits. Donc je suis cocu du début à la fin. Nous sommes tous cocus du début à la fin. Alors, j'ai 2 conseils à donner. Si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer, honnêtement, ne le faites pas. Restez au RSA, regardez la télé, allez à la pêche. Honnêtement, c'est ce que je dis à mes enfants. Mais ils ne veulent pas me croire. Mon grand, il est parti dans son truc, dans son projet. Il veut prouver qu'il veut réussir à lui et à moi, à tout le monde. Et d'ailleurs, à son âge, à Mimi, je m'aurais tenu le même discours. Je ne l'aurais pas fait. Il faut que chacun fasse sa vie, c'est sûr. Mais il n'empêche que moi, si j'ai un conseil à donner, profitez tant que vous pouvez. N'écoutez pas toutes ces sirènes qui vous disent qu'il faut réussir. C'est un piège à con. Quand on part de rien et qu'on aliène toute sa vie en travail pour avoir un petit capital à la fin, il ne vous reste rien et moins que rien, puisque le prix que vous avez payé, c'est le prix de toute votre vie. Toute votre vie est passée en perte et profit, parce que vous n'avez passé que votre vie à travailler, à faire votre comptabilité, à répondre au téléphone, à résoudre 1000 problèmes, relations clients, relations pour fournisseurs, et travailler. Non. Si c'était à refaire, je profiterais à mort. Profitez. Et pour terminer, si vous connaissez quelqu'un qui est compétent en droit fiscal, j'offre des honoraires de résultat. Voilà. 50 000, disons 50% d'honoraires de résultat, là où la profession en général c'est 5%, 10%. Si vous êtes conseiller fiscal, on fait moite-moite. 50% pour vous, 50% pour moi. Dans la limite de 50 000 euros. Voilà. Parce que normalement, si je finis de payer mon échéancier, je devrais bénéficier normalement, d'après ce qu'on m'a suggéré. Je ne sais pas combien de remises gracieuses, j'ai aucune idée de ce que ça représente, peut-être 10 000, 20 000 euros, je n'en sais rien. Voilà, donc c'est sérieux. Voilà, si vous êtes fiscaliste ou si vous connaissez quelqu'un qui est compétent, mettez-nous en relation. Alors, pas d'honoraires. Je ne paye plus d'honoraires, j'ai trop payé d'honoraires à fond perdu, je n'ai plus aucune confiance en personne. Par contre, si mon dossier vous intéresse, 50%. 50% dans la limite de 50 000 euros.